Voilà, nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Dr Nazli Falid, le psychologue. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Alors, on voulait savoir la vie aujourd'hui, après tous les événements qu'a connu l'Égypte, après les décisions économiques parfois qui ont été dures pour les gens, la cherté de la vie, comment est-ce qu'on peut rester encore optimiste? C'est bien grand mot, l'optimisme. Bon, en tout cas, ne pas être pessimiste, en tout cas. Ne pas être pessimiste. En fait, je vais vous citer Voltaire, qui à la fin de Candide, parce que je n'oublie pas que je suis une littéraire à la base, qui disait « il faut cultiver son jardin ». Cultiver son jardin, ça veut dire s'occuper de son précaré. Oui. Tous les jours, nous avons à lutter pour le moindre détail de la vie quotidienne. Pas seulement l'aspect financier, mais l'aspect relationnel, le bruit, la circulation. Et là, c'est mon autre casquette qui dit que on refoule tous nos sentiments. Et évidemment, comme on a appris tout petit qu'il ne fallait pas se mettre en colère, qu'il ne fallait pas faire ceci, cela, on est bien programmé pour tout refouler, parce que ça ne se fait pas. Ce qui mène au volant, par exemple, vous considérez les autres conducteurs comme vos ennemis personnels. Donc, vous allez crier, vous allez appuyer sur le klaxon. Ouais. Mais des fois, on devient même méchant au volant. C'est-à-dire qu'on a envie, on peut par exemple mettre la vie de quelqu'un en danger parce qu'il est venu, on devient un animal quasiment. Absolument, c'est la jungle. Ouais. C'est la jungle. Quand c'est pas régulé, c'est la jungle. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, donc on peut être agressif, on peut l'insulter, on peut lui faire une queue de poisson, juste pour se défouler. Et c'est devenu comme ça au quotidien. Faire quoi? C'est une recette très difficile. Ouais. Très difficile, mais bon, quand vous vous autorisez en disant je vis dans des conditions qui ne sont pas faciles. Donc si j'exprime mes émotions, j'ai le droit. Bon, j'exprime mes émotions à condition de ne pas prendre l'autre pour un souffre-douleur. Juste exprimer, dire je ne suis pas content, dire je n'accepte pas, dire c'est trop pour moi. Ça, c'est déjà, ça sert un petit peu à vider le vase. Et puis après, se dire, moi, je vais faire tranquillement mon petit bonhomme de chemin, je vais essayer de ne pas agresser pour ne pas être agressé. C'est c'est assez maison comme recette, si vous voulez. Mais par rapport aux autres pays, on a quand même une situation qui est plus confortable. Il y a certains pays qui sont en guerre. Nous, heureusement, on ne connaît pas ça. C'est vrai qu'on a des problèmes quotidiens, comme on le disait, économiques et autres. Mais ce que l'on remarque, c'est que le peuple égyptien est un peuple très affectif aussi. Est-ce que ça joue justement sur le fait que l'on devient agressif à la fin de la journée? Le fait d'être sensible comme l'est le peuple égyptien, est-ce que au final, eh bien, on a le résultat inverse en fait? Je vais vous traduire affectif, je suis tout à fait d'accord, je vais vous traduire affectif en plus développé. Nous sommes un peuple qui fonctionne émotionnellement. Voilà, c'est ça. J'aime, je n'aime pas. Oui. Je suis en colère, je suis triste, et même quand j'ai peur, je vais dire que je suis énervé, ça va pas, etc. Donc on laisse libre cours à nos émotions. C'est comme si vous comparez avec un enfant. Un enfant, il n'arrive pas à réguler ses émotions. Il crie, il a faim, il s'exprime. Et en fait, quand on exprime ses émotions comme ça de manière tout à fait désordonnée, ça donne le résultat qu'on connaît. Après, permettez-moi de ne pas être tout à fait d'accord avec vous sur le fait que nos conditions sont meilleures plus que d'autres pays. Une clé d'un point de vue psychologique. Si vous comparez,
si vous comparez deux personnes, si vous comparez un frère et une sœur, si vous comparez une amie, si vous comparez à une amie, l'élément de comparaison est un élément très frustrant. Poser de différence, en fait. Donc, dire, oui, je peux me comparer au Yémen, mais je peux me comparer aussi à la Suisse. C'est pas dans l'échelle, et ça c'est le poids de la société, le poids de la morale, le poids des idées reçues, qui, si on veut utiliser un terme compliqué, on va dire distorsion cognitive. Ce sont des idées reçues sur lesquelles on fonctionne. On a tous entendu, sans exception, il faut regarder ceux qui sont moins que nous, il ne faut pas regarder ceux qui nous sont supérieurs. Qui a dit ça? Qui a dit ça? D'abord, éliminer la comparaison. Ensuite, se dire, il faut comparer ce qui est comparable. Oui. Je ne peux pas dire, quand moi je lutte tous les jours pour avoir mon pain, pour arriver d'un bout à l'autre de la ville, me dire, heureusement, on n'est pas en guerre, psychologiquement, émotionnellement, ça ne me mène à rien. Et pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce qu'en fait, quand on n'exprime pas ou quand on n'a pas le droit d'exprimer ce qu'on ressent réellement, on éprouve de la frustration, une colère. On se dit, oui, mais je n'ai pas le droit de me plaindre. Déjà, se plaindre, c'est vider son verre. C'est vider son verre pour ne pas laisser la libre cours aux émotions qui se refoulent. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas comparer, mais en même temps, quand on voit, par exemple, c'est vrai que la plupart des touristes qui viennent ici disent toujours que le sourire est figé sur la tête des Égyptiens, des pays qui sont normalement en situation bien meilleure que nous. Moi, je pense à la France parce que c'est le pays où j'ai vécu pendant longtemps et que je connais le mieux. C'est vrai qu'il y a quand même une certaine morosité. Quand on fait des sondages, les gens, ils sont toujours pas contents. Alors, je ne connais pas tellement la Suisse, mais des pays, par exemple, où on dit... des pays où on dit, par exemple, que ce sont les pays les plus heureux du monde, comme la Suède, par exemple, c'est un des pays où le taux de suicide est le plus important. Alors, est-ce que nous, naturellement, on a une espèce de, je sais pas, de gaieté, on parle souvent aussi de sens de l'humour, des choses comme ça. Est-ce qu'on a quelque chose de spécial par rapport à ces pays-là qui fait qu'on garde le sourire même quand on est dans une situation très difficile? Le côté pessimiste de la chose, c'est de vous dire qu'on est en train de changer. Nos conditions, notre environnement est en train vraiment d'atténuer, d'assombrir ce sourire proverbial du peuple égyptien. Par contre, le côté optimiste de la chose, c'est justement le sens de l'humour que vous évoquiez. On sait rire de tout. Il y a à peine une décision qui sort, vous avez tout de suite, soit sur les réseaux sociaux, soit les gens qui échangent, tout de suite une anecdote qui sort, une blague, un truc comme ça. Donc j'espère que ce côté-là, on ne le perdra pas. Mais il y a aussi ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'affectif, à l'émotionnel, etc. Il y a aussi un côté qui est extrêmement spontané. Et c'est le côté qui, de l'autre versant, fait qu'on est un peu désordonné, un peu chaotique, etc. Parce que, voilà, on est instinctif. Et bon, ça d'une part, ça sauve, mais d'autre part, c'est extrêmement difficile à réguler quand on est en communauté, quand on a à traiter avec les autres. Aucune limite. Des fois, ils vous bousculent dans la rue, eux peut-être ils s'en aperçoivent pas. Concernant, voilà, il n'y a pas de limite. On le voit, les gens peuvent vous aborder voilà, sans mettre des politesses, par exemple, de façon spontanée. En France, il y a beaucoup de limites entre les gens. Il y a un espace personnel qu'il ne faut pas... Alors qu'en Égypte, on est envahi tout de suite. Est-ce que ça, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Alors,
Tu veux rajouter quelque chose? Justement, parce que vous avez commencé avec cette phrase de Candide, il faut cultiver son jardin. C'est vrai qu'on a l'impression ici que on adore mettre son nez dans le jardin de l'autre. Exactement. Voilà, et de tout savoir sur l'autre, ses faits, gestes, voilà. Et des fois, on sent que ça peut être protecteur parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à vous. Et si jamais il vous arrive quelque chose, il y aura toujours quelqu'un pour vous soutenir. Mais d'autres fois, c'est pesant. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je crois que tout est dans la mesure. Tout est dans le juste milieu. Et nous, on n'a pas de mesure. On n'a pas de mesure. Vraiment, on a, et c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais on a 10-11 ans d'âge mental. Oui, c'est vrai. C'est le respect de l'autre qui fait que ça ne se fait pas, respecter les limites, se dire que peut-être l'autre, il n'a pas forcément vous l'inviter, vous êtes très généreux, etc. Mais c'est fini, il ne veut plus manger. Donc refuser cette générosité, c'est être manquer de respect aux règles de la convivialité. Et donc c'est partout comme ça. Nous avons des thermomètres, si j'ose dire, nous avons des indicateurs qui sont à la fois des indicateurs d'orientaux, de méditerranéens, de peuples émotionnels, et tout ça fait beaucoup de choses qui font que, d'accord, c'est beaucoup plus chaleureux. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que quand il y a de la chaleur humaine, même dans le désordre et le chaos, on se sent appartenir quand même à une communauté. Vous citiez à deux niveaux différents la société française. La société française est de plus en plus individualiste. Oui. Ça, c'est un lieu commun. L'autre, je suis méfiant. Hein, il peut m'attaquer, il peut intervenir dans ma sphère privée. Voilà. Donc, je vais me protéger, je vais mettre les limites. Donc, c'est vrai que là-bas, on manque de chaleur humaine. Alors que l'histoire de France, finalement, ce sont des peuples qui sont un petit peu partout. Hein. Il y a eu des vagues d'immigration un petit peu partout. J'aimerais vous faire réagir sur une photo célèbre qui a fait le tour des réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut voir la photo? Juste cette photo, donc, je n'ai pas envie de la dévoiler avant qu'on la voie. Mais elle ne va pas tarder à arriver. Voilà. Non, c'est pas du tout celle-là en fait. Ça c'est voilà. En fait, ce qui a apporté cette photo-là, c'est cette jeune fille en train de traîner un chariot avec des jeunes qui sont assis. Voilà. Est-ce qu'on peut l'agrandir un petit peu la photo, parce que il y a aussi un café populaire avec des jeunes qui sont assis. Cette photo, on a l'impression que il y a un petit peu tout dessus. Il y a l'optimisme, il y a le pessimisme, il y a les valeurs qu'on veut inculquer aussi à nos enfants, parce que c'est vrai que on a l'impression que les Égyptiens ont perdu le goût du travail un petit peu. On ne produit pas grand-chose, il faut bien l'avouer. On produisait des voitures, même si c'était des voitures de qualité médiocre, on va dire, mais plein de pays ont commencé comme ça. La Corée, à l'époque, faisait le même genre de voiture, et aujourd'hui, c'est ceux qui vendent le plus de voitures. Et cette photo, elle résume beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, cette photo est très touchante. Et je vous ferai un autre lien plus tard. Il y a vraiment toute l'Égypte dans cette photo. Oui. Il y a ce poids énorme, ce poids des traditions, ce poids des difficultés, ce poids de l'histoire, qu'on se traîne vraiment beaucoup de bagages qui, pour nombre d'entre eux, ne sont pas les nôtres. Oui. Et en même temps, il y a cette persévérance, cet effort. C'est vraiment comme l'animal qui est programmé pour accomplir une certaine tâche et dans l'animal, il n'y a pas du tout de péjoratif. Qui va traîner son chariot comme ça incessamment tous les jours, sans se poser de questions, sans se dire où sont mes droits. Ce poids, je me le trimballe, passez-moi l'expression, et
voilà, je suis obligée. Le lien que je voulais faire, c'est que dans les diaporamas que je fais parfois pour présenter mon travail, il y a en fait presque la même image, mais sous forme de caricature, avec les poids émotionnels que la personne transporte avec elle tant qu'elle ne s'est pas libérée. Le poids de la culpabilité, le poids du regard des autres, le poids de son estime de soi, le poids de je vais y arriver ou je ne vais pas y arriver, Ouais. je réussis ou pas, est-ce que je vais pouvoir boucler mon mois ou pas, etc. Et donc je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec cette photo. Et le fait que sur la même photo, justement, on voit des jeunes gens, comme le disait Nabil, assis sur des cafés, en train de regarder cette femme, tout simplement, voilà, pousser, tirer tout ce poids et ce fardeau, et que finalement, eux, ils restent, voilà, fixes, sans aider, sans faire quoi que ce soit. Est-ce que c'est la société d'aujourd'hui aussi? Est-ce que on devient hermétique aux autres, tout simplement? Il y a aussi, si je peux me permettre, le symbole homme-femme. Homme-femme, tout à fait. C'est la femme qui travaille, Alors que, et l'homme. voilà. Alors qu'on dit toujours que nos sociétés sont des sociétés très machistes, où la femme est à la maison. Il y a aussi, je pense, que ce côté-là. Ouais, il y a cette contradiction-là, effectivement. Bon, je dirais à la décharge de ces jeunes qui sont sur les cafés que eux ils croulent sous le poids de leurs propres problèmes. Ils ne voient pas nécessairement. Et c'est ça tous les bagages, comme j'aime bien les appeler, qu'on transporte. On s'imagine, si on se met à la place des jeunes qui traînent dans les cafés, pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas comme les autres jeunes dans tous les pays du monde qui ont besoin de motivation, qui ont besoin de reconnaissance, qui ont besoin qu'on leur ouvre certains chemins pour qu'ils puissent se reconnaître, pour qu'ils puissent être reconnus, pour qu'ils puissent être valorisés. Ils ont besoin de ça et ils ne l'ont pas. Donc, ils ont l'air comme ça d'être attablés à des cafés, mais ils sont aussi à la recherche de ce que cette malheureuse femme cherche aussi. Bon, société machiste, certainement, société machiste, mais société machiste pour donner des ordres. Mais en matière de droit, c'est pas toujours l'équité qu'on cherche. Mais c'est vrai qu'il y a 10-15 ans, une femme ne pouvait pas avoir un problème de voiture dans la rue sans qu'il y ait 30 bonshommes qui lui disent il faut faire ci, il faut faire ça, je vais t'aider à faire ci, moi je connais notre chaleur humaine habituelle. Aujourd'hui, c'est même plus sans le connaître, cas. il donne quand même des conseils. Ce n'est plus le cas. La voiture tombe en panne, les gens passent. Mais on sent qu'aujourd'hui, la femme égyptienne est beaucoup plus forte psychologiquement que l'homme égyptien. Certaines femmes s'occupent d'une famille entière, elles ne se sont pas remariées, par exemple, pour subvenir à leurs besoins. Elles travaillent beaucoup. Et finalement, c'est peut-être une société machiste juste en apparence. En apparence, complètement. Et j'ai très envie de vous dire, elle a toujours été. Oui, elle a toujours été. Elle a toujours été, oui, mais bien sûr. simplement, aujourd'hui, on en parle plus. Donc, on commence à voir quel est le poids de la femme à la maison et en dehors de la maison. Parce qu'elle a été impliquée dans la politique récemment. Est-ce que la révolution, justement, de 2011 a fait que voilà, la femme s'émancipe un petit peu plus? Je ne pense pas. C'est très personnel, mais je ne pense pas. C'est l'être humain qui s'est révolté, qu'il soit homme, femme, jeune, moins jeune, etc. C'est l'être humain qui a dit ça suffit. Moi, je voudrais vous poser une question, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont justement qu'on peut voir d'une façon pessimiste. Comment les transformer en optimisme? Par exemple, le taux de natalité. Alors, on dit toujours le grand problème de l'Égypte, c'est qu'on fait beaucoup d'enfants. Les Chinois, ils sont 1,5 milliard à peu près, ils sont en passe de devenir la preuve du monde. Le fait qu'il y ait beaucoup de jeunes, au contraire, c'est quelque chose, c'est une valeur qui est beaucoup utilisée face à ce qu'on appelle les vieilles démocraties européennes, qui commencent à être de plus en plus vieux et qui se demandent d'ailleurs comment est-ce que les retraités, on va pouvoir leur donner leur argent tant qu'il n'y a pas de jeunes qui arrivent. Comment transformer
tous ces facteurs-là en facteurs optimistes, justement? Je serais bien incapable de vous répondre, mais j'ai quand même quelques analyses derrière tout ça. Il y a en Égypte une minorité qui réfléchit, au risque de choquer, c'est comme ça, qui réfléchit. Je crois beaucoup en l'effet boule de neige. Si quelqu'un qui réfléchit discute avec 2-3 personnes, il les initie, il les informe, il leur fait voir les choses d'un autre point de vue, ça va faire tache d'huile. Ça va automatiquement conscientiser un peu plus ceux qui font les choses, comme on le disait tout à l'heure, assez instinctivement. On fait un enfant, on fait un deuxième. Et puis, Dieu se débrouillera après pour nourrir tout ce monde-là. Donc, c'est ce côté instinctif qui ne réfléchit pas, qui n'est pas conscient des étapes à suivre. Transformer ça en optimisme, je pense que le fait de prendre conscience fait que on peut trouver des solutions, et en trouvant des solutions, on arrive à voir un petit peu le tableau avec des points roses. On ne va pas dire en rose, tout à fait. Juste une question, on entend souvent voilà, les gens nous dire, ou peut-être nos proches, quand on a un petit coup de déprime ou de blues, on nous dit mais non, il faut sourire à la vie te sourira, il faut se regarder le matin, être souriant et se dire que voilà, on va passer une bonne journée. Et moi, à chaque fois que j'entends ça, je me dis que ce sont des paroles en l'air, qu'on ne peut pas faire ça. Est-ce que voilà, il faut écouter au contraire ces conseils et puis essayer comme ça d'être le plus possible optimiste, ou est-ce que c'est un véritable travail sur soi et c'est quelque chose à long terme? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce sont des paroles en l'air que les gens n'appliquent pas. Et ça fait partie de ces idées reçues que ces disques rayés que les gens sortent en fait pour se protéger contre leurs propres angoisses. C'est la grande mode, la pensée positive. Oui, mais il faudrait que la pensée positive, quand même, trouve ses racines quelque part. Et l'équation, c'est je m'exprime, je me libère, donc je libère une petite place pour essayer de voir le côté plein du verre. Allez, le côté plein du verre, c'est ce qu'on va essayer de faire ces prochaines années, on espère, en gardant l'optimisme, et puis sans être un optimiste. C'est pas la méthode Coué non plus, c'est pas on va bien, mais en tout cas, se dire que tout problème a une solution, ou plusieurs même. Voilà, on va essayer. Merci beaucoup en tout cas, Dr Nazli, d'être passé nous voir, et puis on va essayer donc de suivre vos conseils. Voilà, j'espère que vous avez passé d'agréables moments en notre compagnie ce matin. Rendez-vous demain à partir de 10h30, heure locale du Caire, pour une nouvelle équipe, une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Très bonne journée à tous et à toutes. Au revoir.